Je remercie tous ceux qui m'accordent un petit peu leur temps et qui prennent sur eux de m'appeler, de me téléphoner, avec qui je passe du temps. C'est vraiment important d'avoir ce soutien psychologique par la conversation. Donc merci à tous. Salut, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Euh, je vous remercie d'avoir choisi de passer ces quelques minutes ici avec moi à écouter euh, le récit de ma vie et de mon expérience ici à Kiev, en Ukraine. Donc nous sommes le dimanche 27 février 2022. Je suis à Sofiska, Borchaïvska, dans la banlieue ouest de l'Ukraine. Et nous sommes le troisième jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre qu'a déclarée la Russie à l'Ukraine. Et pour être honnête, je n'ai pas vu la guerre de mes yeux, vue ici directement en Ukraine. Ce que j'ai vu de la guerre, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et sur les médias. Donc je regarde à titre personnel, pas forcément les nouvelles, mais récemment j'ai dû me résoudre à me connecter pour savoir ce qui se passait. Le Monde, CNews, l'AFP, ce genre de médias, mais pour être honnête, ici, je préfère me reposer sur le témoignage pardon, des autres résidents francophones ou francophones essentiellement, mais des résidents, de ceux qui ont choisi de vivre ici, de rester ici. Avec eux, je partage donc leur expérience, mon expérience, et on essaye de voir comment survivre à cette triste épisode. Donc, je suis aussi connecté à l'ambassade euh, de France à Kiev. Donc, je suis inscrit sur la liste des résidents à Kiev. Ils m'ont appelé il y a 2 jours pour prendre des nouvelles et pour savoir si tout allait bien, pour prendre mon nom, avoir mon numéro de passeport, connaître ma situation ici. Et je reçois régulièrement des messages indiquant donc la situation, rappelant la situation, appelant à la prudence et indiquant qu'il était préférable de rester donc à l'intérieur plutôt que de sortir. Donc moi j'ai fait le choix de rester et de ne pas sortir, je sors très peu. Euh, Aujourd'hui je suis sorti, hier je suis également sorti et donc si on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique, ça sera peut-être plus simple. Donc là, le premier jour de l'offensive, moi, donc travaillant la nuit, je me suis réveillé tout à fait normalement. Et donc c'est sur Facebook que j'ai découvert en fait que l'attaque avait commencé. Donc j'ai pris le pouls un petit peu de la situation, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'alarme très facilement. Donc même là, je ne suis pas tellement alarmé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais non, voilà. Bon, il y a la guerre en Ukraine. Moi, je continue à travailler. Je travaille en ligne, je travaille sur Internet. Internet n'est pas coupé. Donc voilà, je continue à travailler parce que ça m'occupe l'esprit et ça me permet de pas trop paniquer, pas trop stresser. Donc j'essaie d'être dans un cercle vertueux en fait, de ne pas jouer avec mes nerfs. Donc voilà.
La guerre a commencé, les magasins ont... Donc je suis sorti voir un petit peu ce qui se passait dehors. Les gens sont calmes ici. Les gens, les Ukrainiens, je sais pas comment ils sont, mais ils sont vraiment très calmes. Ils sont vraiment, ils sont pas alarmés. J'ai pas vu de pillage, j'ai pas vu de bagarre, j'ai pas vu de gens crier, j'ai pas vu de gens paniquer. Bien sûr, il y a des files. Certains ont décidé de partir, donc ont pris la route de l'ouest parce que je suis à l'ouest pour quitter Kiev, pour aller donc dans les campagnes ukrainiennes. Certains se sont dirigés vers la Pologne, précisément Lviv en étape, en première étape, et ensuite la Pologne. D'autres ont décidé de prendre la route de la Slovaquie, d'autres ont pris la route de la Roumanie, d'autres ont pris la route de la Bulgarie, si je ne dis pas de bêtises. Et peu de gens sont allés en Moldavie. Je vois que la Moldavie... Maintenant, certaines personnes sont allées en Moldavie, mais c'est pas la destination privilégiée. Je dirais que la Moldavie est la dernière des destinations que les gens choisissent ici. Donc j'ai vu ça le premier jour. Les magasins étaient bien achalandés. Peu de monde dans les magasins. Ce qui a été différent le deuxième jour, donc les magasins étaient toujours ouverts, mais il fallait faire la queue à l'extérieur. C'est ce que j'ai vu dans plus supermarché à côté de chez moi, le Novus, qui est le plus grand magasin, le supermarché à côté de moi. Il y a un Auchan un peu plus loin, mais j'y vais. Je pense qu'il est trop loin maintenant. Donc les gens font la queue parce que l'entrée est filtrée, en fait, c'est une entrée filtrante. Il y a un type à la sécurité qui fait rentrer les gens au compte-gouttes pour éviter justement, je suppose, la panique. Et donc j'ai pas bénéficié de ça parce que je travaille. Et donc quand je suis retourné pour faire mes courses et pour faire un stock d'aliments, en fait, ils ont fermé à 20 heures. Ils ont fermé à 20 heures. Donc c'était avant-hier. Ils ont fermé avant-hier et j'ai pas pu faire mes courses. Hier, j'ai réussi à faire quelques courses dans le supermarché d'à côté, un peu plus près. Mais pareil, donc ce magasin-là est fermé à 17 heures et c'est hier que j'ai appris qu'il y avait un couvre-feu. Donc à partir d'hier, un couvre-feu a été mis en place. Et donc on n'est plus autorisé à sortir après 17 heures et avant 8 heures du matin. Donc moi je suis ici, dans mon appartement, je me prépare le mieux que je peux, donc je fais mes valises, j'essaye d'alléger au maximum ces valises, j'essaye au maximum de faire en sorte que j'ai le plus de choses dans un minimum d'espace pour un poids le plus supportable possible, parce que si je dois marcher sur 10 km, donc la distance entre mon appartement et l'ambassade, ou mon appartement et l'aéroport, on est à une dizaine de kilomètres, douzaine de kilomètres. Il faut que je puisse porter tout ça en 2 heures. Donc c'est l'idée que j'ai là. Si je dois être évacué, de pouvoir le faire de manière autonome. Il y a bien des voitures, des gens qui mettent leur voiture à disposition, des gens qui font le taxi, mais aujourd'hui, je crois que c'est pas raisonnable d'essayer d'aller au centre-ville en voiture. J'ai vu des chars écraser des voitures, j'ai vu... la route n'est pas sûre pour les voitures, je crois. Certains ont réussi à atteindre par les derniers trains la ville de Lviv. J'ai un ami qui a pu rejoindre la ville de Lviv. Dan, si tu m'entends, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour ce que je peux dire de la situation. Donc au niveau de la guerre, j'entends des bombardements. Alors ce que je dis bombardements, j'entends des bombardements parce que ça doit être des bombardements finalement. Il y a eu un panache de fumée un peu plus loin, mais c'est loin en fait. Je dois être au centre-ville, je suis à 10 km du centre-ville. Donc j'entends des bombardements, je suis à 10 km du centre-ville par là, et je suis à 7 km de l'aéroport par ici.
Donc voilà, l'aéroport, j'ai oublié le nom, mais c'est l'aéroport qui se trouve à l'ouest de Kiev. Euh, j'ai fait des réserves d'eau, j'ai fait des réserves, j'ai fait un peu quelques réserves de nourriture, mais j'ai pas faim actuellement. J'ai pas faim, j'ai soif, je bois beaucoup d'eau. Donc j'ai fait des réserves d'eau. L'eau ukrainienne est censée ne pas être potable. Donc les réserves, je vais essayer de les chauffer, bouillir un peu l'eau avant de le boire, mais bon, j'ai encore une vingtaine de litres, on va dire, ouais, je dois avoir 25 litres d'eau potable et je dois avoir 80 litres d'eau du robinet que j'ai stocké dans. Alors ce qui est marrant, c'est que je voulais vendre ces tabourets. Et en fait, en les retournant, j'en ai fait des bacs dans lesquels je stocke l'eau. Donc au niveau de la nourriture, on n'est pas autorisé, je n'ai pas été autorisé à faire les courses aujourd'hui. Je dis que je n'ai pas été autorisé parce qu'il y a euh, une espèce de résistance qui s'organise. Donc la première fois que j'ai eu affaire, alors je ne sais pas si le terme de milice est le terme exact, moi je vais utiliser le terme de résistant. Des gens comme toi et moi qui ont décidé de faire en sorte que leur quartier soit sécure. Donc je les ai rencontrés hier soir. Je reprends donc ici un peu plus tard le récit que j'avais entamé cet après-midi. Malheureusement, en vérifiant l'heure, j'ai malencontreusement appuyé sur un mauvais bouton et l'enregistrement que j'ai fait n'a pas été sauvegardé dans l'appareil, dans le smartphone. Donc je reprends la conversation que j'avais avec vous de cet après-midi. J'ai donc hier soir rencontré. Je disais que je perdais un peu le fil un peu le fil de temps, le fil des événements. En tout cas, je me suis rendu compte hier que le couvre-feu était vraiment effectif. Donc après avoir fait les courses, donc avant-hier, après avoir fait les courses avant-hier, en rentrant chez moi, je me suis fait interpeller et arrêter par des résistants qui ont demandé de vérifier mon identité et qui ont voulu s'assurer que j'étais bien celui que je présentais. Et donc je sais qu'on me voit. Je suis visible et c'est une bonne chose. On me reconnaît, c'est une bonne chose. Et donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète, le fait d'être connu et reconnu dans le quartier. C'est au contraire une espèce de sécurité pour moi. Les gens savent que j'habite ici, ils s'attendent à me voir, et de ce fait, ils savent que je ne présente pas de risque. Ce matin, je suis sorti faire quelques pas dehors. J'ai rencontré d'autres résistants que j'ai salués, qui m'ont salué et qui m'ont rappelé donc les consignes de rester à l'intérieur et de ne pas sortir. Donc moi, c'est ce que je fais. Je ne sors pas, ou très peu, je ne me promène plus dans le quartier. Je reste à l'intérieur, je travaille, et j'ai donc décidé de partager avec vous ce témoignage. Le plus dur pour moi maintenant, c'est l'attente. L'environnement est très très silencieux. Alors j'aime le silence, mais c'est un silence pesant. Le quartier dans lequel je suis n'est pas forcément le plus brillant. C'est parce que il est ainsi que j'ai choisi d'habiter ici. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de trafic autant qu'il y en avait auparavant. Donc c'est très silencieux, ce qui rend
les bombardements et les bruits, tous les bruits deviennent suspects en fait. Une porte qui claque, quelqu'un dans les escaliers, tout est suspect, parce que c'est calme. Les bombardements deviennent plus pesants en fait quand on les entend, parce qu'on sait que du fait du silence, s'il y a un gros bruit, un bruit sourd, c'est forcément un bombardement. Donc j'en ai ressenti un en fin de matinée aujourd'hui. C'était le plus proche que j'ai ressenti. Mais il n'y a pas eu de déflagration, pas d'éclat. Et dans le quartier, il n'y a rien. Je n'ai rien vu d'alarmant dans le quartier. Donc c'est l'attente qui est pesante, l'attente de savoir comment va se terminer cette histoire. Les gens se battent, les gens résistent, c'est une bonne chose pour l'Ukraine. C'est une chose qui va avoir pour conséquence de prolonger cet état d'anxiété, parce que je ne vais pas vous cacher que je suis un peu anxieux. Mais s'il faut passer par là pour sortir du tunnel, ben, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Donc l'attente est pesante. Je vais m'attacher personnellement à me préparer à un départ. Donc préparer mon sac, comme je disais cet après-midi, préparer mon sac, préparer mon arrivée en France. Donc je continue à travailler, je continue à me projeter dans le futur. Le futur pour moi passe par une étape en France. Donc je suis parisien, donc je vais repasser sur Paris. Avant cela, il va falloir survivre et continuer à manger, continuer à avoir une vie le plus naturelle et le plus normale possible, malgré toutes les conditions dans lesquelles je suis, dans lesquelles nous sommes, parce que je crois qu'on est là tous ensemble. Je parle ukrainien et expatrié en Ukraine. On est tous ici dans le même bateau. Et j'espère qu'on va se retrouver de l'autre côté, sains et saufs. Les prochains jours, pour moi, je vais les passer à continuer à faire ce que je fais. Ma routine m'aide à passer les journées sans trop penser à ce qui se passe autour de moi. Je suis tenté, et ça c'est mon malheur, de regarder les chaînes d'information. C'est mon malheur dans le sens où ça crée un peu de stress, ça crée un peu d'anxiété. Le silence crée de l'anxiété et les chaînes d'information créent également de l'anxiété. Mais le soutien vient de ceux avec qui je parle, mes amis de par le monde, des amis au Japon, des amis en France, des amis au Mexique, un peu partout dans le monde, qui prennent le temps de venir me parler. Et ça me fait du bien. Maintenant, ce journal aussi me fait du bien. Je reste en contact avec vous. Je remercie tous ceux qui m'accordent un petit peu leur temps et qui prennent sur eux de m'appeler, de me téléphoner, et avec qui je passe du temps. C'est vraiment important d'avoir ce soutien psychologique par la conversation. Donc merci à tous. C'est pas du tout le genre de vidéo que j'avais l'intention de faire quand j'ai commencé cette chaîne YouTube. Pas du tout, pas du tout. Donc merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Ça me touche énormément. Vous ne pouvez pas savoir combien ça me touche d'être ici avec vous. J'espère qu'on va se retrouver très très prochainement. On va se retrouver très très prochainement. Et jusqu'à là, Slavla Ukraina.